et les concepts communs qui font de l'action de l'ensemble des acteurs impliqués. Nous allons vous présenter le déroulé du webinaire de ce jour, qui prendra donc la forme d'une introduction par moi-même et Madame Roxana Maracineanu, secrétaire générale de la MIPROF. On vous proposera ensuite un visionnage d'un court-métrage, ensuite la présentation, comme je l'indiquais, des définitions et des concepts, et puis un temps bien sûr d'échange, et on clôturera la séquence vers 15h, 15h30. Je voudrais vous rappeler quelques règles de bon fonctionnement du webinaire avant de commencer. Merci pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait de bien vouloir couper vos micros, et si vous n'avez pas à intervenir, de couper aussi l'image. Ça permet de privilégier la bande son, de surcroît avec le visionnage d'un film, de pouvoir surtout bien vous nommer par votre prénom, votre nom et le nom de votre structure, de manière à bien vous identifier au moment du chat, et puis bien sûr au moment des questions-réponses, de poser vos questions dans le chat. Voilà, avec ces règles mises en commun, nous devrions pouvoir bien communiquer dans le cadre de ce webinaire. Le premier webinaire s'est déroulé le 29 avril dernier, a été consacré à un partage de données actualisées permettant de dresser un état des lieux sur l'ampleur des violences au sein du couple, France entière et à La Réunion. Cette première session a été co-animée par l'Observatoire national des violences faites aux femmes et l'Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes. À l'issue de ce webinaire, 2 questionnaires ont permis de mesurer l'atteinte des objectifs en termes de satisfaction d'une part et en termes d'appropriation des connaissances d'autre part. Nous vous remercions de votre participation active à ce processus d'évaluation, au terme duquel nous retenons que 84% des répondants se sont déclarés satisfaits des modalités d'inscription et des délais d'envoi des informations en amont du webinaire. 100% des répondants ont trouvé la longueur du webinaire adaptée. 95% ont trouvé le support très adapté. Par ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, 37% des participants n'avaient jamais participé à une formation sur ce sujet auparavant, voilà ce qui est corrigé. 90% ont trouvé le contenu clair et compréhensible. 100% des répondants ont affirmé avoir acquis de nouvelles compétences à l'occasion de ce webinaire. Et enfin, 94,7% des répondants pensent pouvoir réutiliser les ressources qui leur ont été présentées, et nous nous en réjouissons bien sûr. La DRDFE et la MIPROF, vous l'aurez compris, sont très attentives à répondre au plus près aux attentes des membres de la communauté dans l'accompagnement des acteurs, en vue à la fois de réassurer les acteurs déjà expérimentés sur leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles, mais également d'ouvrir la connaissance à des équipes et à des collaborateurs généralistes qui ont besoin d'acquérir un socle de connaissances pour contribuer à la généralisation de la démarche d'aller vers. C'est pourquoi, au-delà de l'accueil réservé au webinaire et à la satisfaction immédiate, ce dont nous voulons vous remercier, c'est le niveau d'appropriation des connaissances qui constitue le meilleur indicateur pour la communauté apprenante. Cette série de webinaires, co-conçue et co-réalisée avec le concours très précieux de la MIPROF, que je remercie à nouveau de nous partager son expertise, a également pour objectif d'illustrer notre pratique territoriale. C'est la raison pour laquelle chaque webinaire est l'occasion d'un exercice à 2 voix, grâce à la participation active d'un membre de la communauté. C'est aujourd'hui l'expérience du planning familial qui viendra illustrer la thématique des violences au sein du couple à La Réunion. Je passe la parole à Roxana Maracineanu, secrétaire générale de la MIPROF. Merci beaucoup, Madame Guilry. Bonjour à toutes et tous. Avant de donner la parole à Cathy Georges-Maya, qui débutera cette présentation théorique sur la stratégie des agresseurs, je voulais vous présenter en quelques mots la MIPROF, la Mission interministérielle pour la protection des femmes, gère un site que vous connaissez, j'espère toutes et tous, qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous pourrez y trouver tous nos outils de formation, dont le petit film qui vous sera diffusé, mais nous avons aussi d'autres outils qui ciblent certains types de violences, mais aussi certains écosystèmes. Les derniers en date que nous avons élaborés
adresse ce sujet des violences au champ du sport. Celui que nous sommes en train de construire l'adresse au champ de la jeunesse, des accueils collectifs de mineurs et des colonies de vacances. Et nous sommes en cours d'élaboration d'un outil d'ici la fin de l'année qui touchera le champ du handicap, qui s'adressera au monde du handicap. Nous avons à côté de ces films des guides et des fiches réflexes métiers. Cathy vous les présentera aussi peut-être en fin d'intervention. Et nous pilotons aussi l'observatoire qui est intervenu aux côtés de l'ORVIF, de l'Observatoire régional de la Réunion. Nous avons les données des services statistiques ministériels, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, plus ceux de l'écosystème associatif, mais aussi de la part de la santé, aussi du ministère des Transports, par exemple, puisque nous publions des données à l'approche du 25 novembre. Générique sur les violences faites aux femmes dans le cadre conjugal et hors du couple. Et nous avons aussi des lettres thématiques, des focus particuliers sur, par exemple, les violences dans les transports, le système prostitutionnel ou encore les violences en milieu scolaire, sur une lettre thématique qui sortira à la rentrée en septembre. À côté de cela, nous sommes aussi coordinateurs du sujet exploitation et traite par l'exploitation sexuelle, prostitution forcée, des majeurs, des mineurs, mais aussi de la traite par le travail et la contrainte à commettre des délits. Donc voilà, ça vous permet un peu de mieux nous connaître. On est ravis de pouvoir mener ce processus de formation aux côtés de Madame Guilry et dans le cadre du déploiement du PAC Nouveau Départ. Chacun à votre niveau, vous procédez soit au repérage, soit à l'orientation, soit à l'accompagnement des personnes victimes, majoritairement des femmes. Et nous voulions vous en remercier pour cela. On espère que grâce à ces formations, la mise en lien aussi des acteurs locaux pourra se faire de manière plus efficace et en tout cas plus consciente des enjeux, des attentes, des contraintes professionnelles des unes et des autres dans cette chaîne de protection des victimes qu'est le PAC Nouveau Départ et qui a vocation de le devenir encore plus pour faire en sorte que ce parcours d'accompagnement des victimes pèse le moins possible sur les épaules des femmes qui sont déjà bien malmenées par le sujet des violences. Si tu ne pars pas, il te renvoie une deuxième invitation. Mais tu le veux? Voilà. Moi, tous les ans, il part pas. Alors, je crois qu'il y a un micro ouvert. Peut-être que Madame Guilry, vous pouvez voir où ça se trouve. En tout cas, voilà, moi, je m'arrête là pour maintenant et puis on se reparlera en fin de session. Merci beaucoup. Je vous propose d'introduire les intervenantes de ce jour. Cathy Georges Maya est conseillère technique dans la lutte contre les violences conjugales à la MIPROF et sera co-intervenante avec 3 conseillères conjugales et familiales du planning familial, Johanna Savriyama, Marie-Josée Léocadi et Léa Tirlemont. Merci beaucoup de votre investissement collectif dans cette présentation et je passe sans attendre la parole à Cathy Georges Maya qui pourront les unes et les autres se présenter. Merci. Merci beaucoup. Ce que je vous propose avant de commencer cette formation, c'est peut-être de laisser la parole au planning familial pour qu'ils puissent se présenter leur structure en quelques mots avant que nous commencions. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Du coup, moi, c'est Léa Tirlemont et je suis accompagnée de mes collègues. Donc, moi, c'est Savriyama Johanna et moi, c'est Marie-Josée Léocadi. Du coup, on travaille pour l'association du planning familial. Nous ne sommes pas une PMI, nous ne sommes pas un centre de planification, mais bien l'association du planning familial qui existe donc partout en France. Notre rôle concernant les violences, pour aller direct à notre sujet, c'est de la sensibilisation auprès de tout public sur cette question-là. Sur les violences conjugales, mais sur les violences en général. Ça peut concerner aussi les violences sexuelles, l'inceste. Vraiment, ça touche tous les publics sous différents formats, en format collectif. Donc, ça peut être à travers des stands, à travers des animations collectives auprès de jeunes, auprès même parfois d'enfants.
Enfin, sur un format plus individuel, nous, on reçoit des victimes majoritairement. Auxquels on propose du coup des entretiens d'écoute active. En tant que conseillère conjugale et familiale, on y est formé pour ça, et auxquels on propose un accompagnement en fonction des besoins. Donc ça peut être au commissariat, ça peut être au tribunal, enfin voilà, tout accompagnement qui est en fonction de la demande. Voilà. Concernant notre rôle. Aussi, on tient une ligne du numéro vert, alors qui est destinée plutôt aux questions d'IVG, de contraception et de sexualité, mais sur lesquelles on reçoit aussi des appels de victimes. Voilà, que vous dire de plus sur nos interventions. Et on travaille aussi avec des personnes en situation de handicap sur ces questions-là, dans le cadre d'entretiens individuels. Voilà. Merci infiniment pour cette présentation. Alors, nous allons vous retrouver au cours de cette présentation, justement, pour que vous puissiez nous donner votre expertise de terrain. Ce que je vous propose, alors je vois qu'il y a des mains levées. Nous allons prendre les questions. Simplement, à la fin de ce webinaire, il y aura vraiment tout un temps consacré aux questions. Mais après, n'hésitez pas à les inscrire également dans le chat si vous en avez qui vous viennent au fur et à mesure. Mais on traitera les questions à la fin de ce webinaire, si vous le voulez bien. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est d'abord de visionner notre court-métrage Anna, qui traite des violences au sein du couple. Hop là, alors je vais vous faire un partage d'écran. Hop. Au début, forcément, c'est tout beau, c'est tout rose. On vit sur un petit nuage. On est sortis ensemble, puis la brosse à dents, les chaussons. On a emménagé ensemble très vite dans ma petite chambre de bonne. Je suis enceinte et à partir de là, il y a toute une métamorphose. Il a vraiment changé. Je suis devenue sa propriété. Il connaît mon emploi du temps par cœur. Il faut que j'arrive à une certaine heure, sinon il devient nerveux. Enceinte, on a eu des disputes pour des petits détails et ça a été la claque. Bon, au départ, la claque, et puis après, mais vraiment tout de suite après, la claque, c'était excuse-moi. Et donc voilà, j'ai pardonné parce que au départ, c'était ridicule. Enfin, il n'y avait rien de sérieux dans nos disputes. Je suis paralysée. Je peux rien faire.
j'ai l'impression qu'il a raison quand il me frappe. C'est moi qui ai tort. C'est moi, c'est la petite fille trop gâtée, trop capricieuse. C'est ça qui en ressort. Et c'est lui qui a raison. C'est lui qui me connaît le mieux. Je vis avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il n'y a que lui qui peut me juger, qui peut me connaître. Je dis rien parce que pour moi, il a raison. Il a raison. Enfin oui, il a raison. J'ai honte. Quand j'ai commencé à vivre avec cet homme, il était jaloux, aussi bien de mes amies femmes que hommes. J'ai coupé les ponts, en fait, avec tout le monde. Donc, on se retrouve seul. À la limite, des coups, c'est des bleus, et les bleus, ça disparaît. À la limite, je préfère largement avoir des coups, alors que les paroles, ça reste. Le plus dur à encaisser, ce sont les paroles. Et je les ai dans la tête, les paroles. Pourquoi les gens me croiraient? C'est mon histoire finalement. C'est mon histoire. Madame Dulac. Bonjour. Entrez. Installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est pas grand-chose, mais juste j'ai des aigreurs d'estomac, donc ça m'empêche de dormir, et même le Malox ne fait rien, donc je voulais savoir si vous n'aviez pas quelque chose un peu plus fort. On va voir ça. Vous me donnez votre date de naissance? 9 octobre 1971. Adresse? 209 avenue Dominil, dans le 12e à Paris. Des enfants? Oui, un seul, Louise, elle a 9 ans. Vous avez des antécédents? Non. Allergie? Non. Opération? Les amygdales, quand j'étais petite. Vous avez des antécédents familiaux? Des antécédents cardiovasculaires ou problèmes de thyroïde? Non. Maladie grave? Non. Vous utilisez un moyen de contraception? Oui. Lequel? Le stérilet. Pas de soucis de ce côté-là? Non. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Pourquoi vous me demandez ça? C'est une question que je pose à tous mes patients. Des violences au travail, à la maison, dans l'enfance?
Donc vous allez me donner quelque chose contre les douleurs? Oui. Je vais d'abord vous ausculter. Hein? Allez, venez, on va regarder ça. Vous pouvez poser vos affaires. Je peux garder mon pull si j'ai un peu froid? Bien sûr. Allongez-vous. Alors, où est-ce que vous avez mal? Oui, c'est là. C'est là? Oui. C'est là que vous avez mal? Ça me donne même des vertiges. Quand ça me prend, ça me plie en deux. C'est depuis quand, ça? Depuis mardi dernier. Enfin, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive quand je suis fatiguée. Du coup, j'arrive pas à dormir et je suis encore plus fatiguée. Enfin, j'arrive pas à m'en sortir. Mais quelque chose qui vous a contrarié ou... Non, 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 pas du tout. Non, je vous ai dit, enfin, ça m'arrive de temps en temps. Et régulièrement même. Et à la maison, ça se passe comment? Non, ça va, ça va bien. Enfin, Louise a un peu des problèmes à l'école en ce moment. On dirait qu'elle est dans une période de régression. Elle a même fait pipi au lit la semaine dernière. C'est peut-être parce que je peux plus l'accompagner à l'école le matin. Si j'ai beaucoup de travail. C'est bon. Mon mari, lui, il n'en a pas, donc ça crée un déséquilibre. Et entre vous et votre mari, ça se passe comment? Comment ça? Ça se passe... on vit ensemble, quoi. Ça se passe comme d'habitude. Comme d'habitude? Il est pas très... Enfin, je suis pas très non plus, mais il est pas très patient. 9,5. Petite forme, hein? Petite tension, enfin bon, rien d'alarmant. Et quand votre mari perd patience, ça se passe comment? Bah, d'habitude, ça va. Mais hier, j'ai cramé les lasagnes. Alors, ça... Bon, il aime pas quand c'est cramé, donc ça a crié un peu fort. Ouais. Parce qu'il est maniaque. Mais bon, il faut le comprendre, sa mère a été très peu soigneuse. Il aime bien que la maison soit bien tenue. Ah oui. Impeccable. Oui. Allez-y. Ouais, c'est pas facile tout ça. Hein. Le travail, les tâches ménagères. Puis la petite aussi, là, c'est ça qui vous épuise. Oui. Du coup, tout le monde est fatigué, puis on s'énerve, quoi. En fait, il m'a traîné par les cheveux devant ma fille. Donc, on s'est disputé. Mais ça arrive pas tout le temps. Allez-y. Et ça s'est terminé comment? Ça a duré toute la nuit. Quand vous avez pas envie de faire l'amour, il réagit comment? Il a ses besoins. J'ai pas vraiment le choix. Donc il vous force à avoir des relations sexuelles? Un peu. Et à quel moment démarrent les coups? Bon, ça se déclenche n'importe quand. Donc en fait, votre mari, c'est du genre à vous humilier, à vous traiter de tous les noms, vous insulter, à vous empêcher de sortir, à contrôler votre argent. Vous voyez des amis? Non. Famille? Bah, ils sont loin, donc on les voit pas trop. Bon, on va essayer de trouver ensemble des pistes pour vous sortir de là. L'important déjà, c'est de rompre avec l'isolement, de plus se sentir isolé. Vous valez le coup, vous savez. Vous me connaissez pas. Bon, moi je vois très bien, moi, à quel point vous êtes fine et courageuse. Bon, je vais vous prescrire un médicament un petit peu plus fort que le Maalox. Et puis je vais faire une note aussi, hein, précisant qu'on doit se revoir comme ça. Je suis sûr que personne ne vous empêchera de venir. Vous évitez les fruits crus, hein, les ingrédients acides, et puis vous privilégiez le cuit, compote, le riz. Merci. Vous allez être prise en charge. Vous allez vous occuper de vous. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes la seule responsable de tout ça, mais évidemment, c'est pas vous la coupable. C'est votre agresseur, c'est votre mari. Vous
savez que les violences sur autrui sont sanctionnées par la loi, hein. Vous pouvez tout à fait porter plainte au commissariat. Un rapport forcé, c'est un viol. Vous avez déjà porté plainte? Non, j'en ai jamais parlé. Bon, bah, on va se revoir dans 2 semaines, hein, et puis 2 semaines après, pour faire le point. Et puis, je vais vous adresser à des partenaires psychologues et kinés. Kiné, c'est pour vous détendre. Le psychologue, si vous êtes d'accord. Oui. Vous pouvez les appeler de ma part. Puis, vous allez aussi prendre l'adresse de... Attendez, je vérifie. De l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans votre quartier. Et puis d'ici là, si vous pouviez ouvrir un compte bancaire à votre nom, dont votre mari ignorera l'existence, je sais pas, peut-être l'adresse de vos parents. Non, ma mère, ça va être un peu compliqué, mais je pense à quelqu'un. Voilà, dans cette association, on va vous parler de vos droits. Et puis vous allez pouvoir discuter avec des femmes qui subissent les mêmes choses que vous. Il y a des professionnels pour vous aider, vous accompagner. Comment vous avez su pour moi? Vous savez, je pose la question à tout le monde. Beaucoup de femmes sont victimes de violences. Et ça va aller, vous verrez. Alors, comme, on vous l'a précisé, dans le chat, vous pouvez retrouver ce, court-métrage en le téléchargeant sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez également accès au livret qui l'accompagne, dont je vais vous présenter une petite partie aujourd'hui et puis vous découvrirez au fil des webinaires un petit peu, l'intégralité, de ce livret. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est hop là, je remets en grand écran. C'est qu'on définisse ensemble de quoi on va parler lors des prochains webinaires. On va parler bien évidemment des violences au sein du couple, mais ces violences au sein du couple s'inscrivent au sein des violences sexistes et sexuelles. Donc concrètement, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, de quoi parle-t-on? Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de scanner le QR code qui est sur votre écran et de répondre à la question qui va s'afficher, qui est la suivante. Les violences sexistes et sexuelles en un mot. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez cette phrase-là? L'idée, là, vraiment, c'est de ne pas réfléchir. Donc, allez-y, je vous laisse scanner le QR code. Je vais le mettre, hop là, également à l'écran. Je vous le laisse pendant quelques secondes, le temps que tout le monde puisse répondre à la question. Je vois que ça commence. Je vous le remets, hop là. Alors, si vraiment il y a plusieurs mots qui vous viennent à l'esprit, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez répondre plusieurs fois à la question. Je vous le laisse afficher encore quelques secondes, le temps que tout le monde ait le temps de scanner. Hop là, on a effectivement un beau nuage de mots. Ce que je vous propose, c'est de laisser ce nuage de mots pour l'instant prendre forme. Je vais même vous laisser le QR code le temps qu'on avance un petit peu. Je reviendrai justement sur ce nuage de mots juste après. Donc, les violences sexistes et sexuelles. On va définir mot par mot. Les violences, quand on parle de violence, concrètement, de quoi parle-t-on? Ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire dans le chat toutes les différentes formes de violence que vous connaissez. Petit indice, il y en a 9. Il y en a 9 à trouver, donc allez-y dans le chat, écrivez toutes celles que vous connaissez. Vous avez pu voir d'ailleurs à travers le film Anna, on peut déjà repérer certaines formes de violence. Donc l'idée, c'est qu'on puisse les retrouver tous ensemble.
verbales, sexuelles, physiques, effectivement, économiques, administratives, ouais, psychologiques, complètement, économiques, financières, on va les mettre ensemble, tout à fait. Les finances, ça revient beaucoup, c'est bien, effectivement, parce qu'on en parle dans Anna. Administrative, oui. Il nous en manque, il nous en manque. Alors oui, les cyberviolences, effectivement, les violences numériques. Très bien. Il nous en manque encore 2. Alors, elles ne sont pas faciles à trouver parce que malheureusement, elles sont très souvent banalisées, elles peuvent passer inaperçues et on n'en entend pas forcément tout le temps parler. Pour autant, c'est des violences qui sont particulièrement présentes au sein du couple ou même de manière très générale. Psychologique. Alors, petite différence entre les violences verbales et les violences psychologiques. Les violences verbales, on va être sur des cris, sur des injures, alors que les violences psychologiques, on va plutôt être sur de la manipulation et de l'humiliation. C'est la petite nuance. Les violences sexuelles, ça peut être de l'outrage sexiste et sexuel, ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être de l'agression sexuelle ou encore le viol. Il y en a d'autres, je vous ai cité les principales, effectivement. Les cyberviolences, donc tout ce qui va être attrait autour du numérique. Oui. Alors, je vous remets mon petit PowerPoint. Hop là. Celle que je n'ai pas vue, c'est les violences matérielles. Le fait de lancer un objet contre un mur, le fait de taper contre un mur, de briser effectivement des objets, tout ça, ça fait partie des violences parce que effectivement, c'est utilisé par l'agresseur pour faire peur à la victime. Donc, on a parlé des violences verbales, les violences physiques plutôt simples à définir, c'est celles que vous connaissez le plus. Les violences sexuelles, je vous les ai définies. Les violences économiques, effectivement, le fait de contrôler les dépenses de la victime. Quand on parle de violences économiques, j'aime bien faire le lien aussi avec les cyberviolences. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté. Donc, les applications bancaires ou même encore les applications d'aide sociale, par exemple la CAF ou encore l'assurance maladie, tout ça, on y a accès depuis nos téléphones portables et ça, les agresseurs le savent et vont utiliser justement ces moyens de coercition, ces violences-là pour justement encore un peu plus exercer leur emprise sur la victime. Ensuite, les violences administratives en confisquant effectivement les documents d'identité de la victime. Il peut également avoir le chantage au titre de séjour. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi beaucoup voir pour les personnes en situation irrégulière ou les personnes qui sont revenues par regroupement familial et qui ont besoin de leur conjoint pour renouveler leur titre de séjour. Ça, c'est une violence qui va être particulièrement impactante pour les victimes. On a également les violences sur la parentalité, c'est-à-dire que l'agresseur va instrumentaliser les enfants pour exercer des violences et il va également dévaloriser la victime dans son rôle de mère. Les cyberviolences, on va avoir différents types de cyberviolences. Je ne vais pas rentrer en détail, mais vous le voyez à l'écran. Il y a le cybercontrôle, le cyberharcèlement, la cybersurveillance. Il y a l'utilisation à travers la cybersurveillance de trackers qu'on va mettre sur, par exemple, sur la voiture de la victime, qu'on va mettre sur le téléphone de la victime. Tout ça, toutes ces violences, elles sont omniprésentes dans la vie de la victime, elles sont omniprésentes dans le quotidien de la victime et d'autant plus avec les cyberviolences vu que aujourd'hui on est toujours avec nos téléphones portables, donc l'agresseur, même quand il n'est pas présent, il a accès à la victime. Ces violences, elles ne sont pas isolées. Très souvent, elles se cumulent. On est sur un continuum de violences. Elles s'alternent et l'agresseur va très souvent utiliser dans un premier temps les violences psychologiques, les violences verbales, avant d'arriver aux violences physiques. Donc, quand on parle de violence, on parle au fait de tout ce qu'on vient de se dire. On ne parle pas uniquement des violences physiques, on parle de ce continuum de violence, on parle des différentes formes de violence. Ensuite, les violences sexistes. Quand on parle de violences sexistes, concrètement, de quoi parle-t-on? Je fais référence au premier webinaire qui a été présenté par Laure Vif et par l'Observatoire, donc via ma collègue Julie Caillé, qui présentait les données des violences
sexistes et sexuelles et les données des violences au sein du couple. On voit que la majorité des victimes sont des femmes. Parce que le sexisme, c'est quoi? C'est le fait de traiter une personne différemment en raison de son sexe. Donc les femmes vont majoritairement être victimes de violences parce qu'elles sont femmes. Et il suffit de reprendre la définition des violences au sein du couple, dite des violences domestiques, de la Convention d'Istanbul, qui reprend en fait cette discrimination à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes doit être comprise comme une violation des droits de l'homme, avec un grand H, et une forme de discrimination à l'égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. La violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et les hommes peuvent également être victimes de violences domestiques. Les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violences au sein du couple. Vous l'aurez compris, cette violence sexiste, elle n'est pas née d'hier, ça fait des années, c'est une construction historique, une domination des hommes sur les femmes. On parle de société patriarcale, ce qui n'empêche pas que les hommes peuvent être victimes. Mais en raison des chiffres qui vous ont été présentés de cette définition, vous verrez tout au long de mon intervention, je parlerai de femmes victimes et d'hommes auteurs, bien que, je le répète, l'inverse soit également possible. Donc, on a défini les violences, on a défini sexisme et sexuel. Comme je vous l'ai dit, les différentes formes de violences sexuelles, je les reprends, l'outrage sexiste et sexuel. Simplement quelques mots, l'outrage sexiste et sexuel, c'est le fait d'avoir des propos à caractère sexuel qui vont avoir pour effet de dénigrer la personne, qui vont avoir un effet humiliant pour la personne. Ils n'ont pas besoin d'être répétés, contrairement au harcèlement sexuel, qui vont être des propos à caractère sexuel qu'on va imposer à une autre personne de manière répétée. L'agression sexuelle, c'est le fait de toucher les parties intimes d'une personne sans son consentement. Quand je parle des parties intimes, la bouche, la poitrine, l'entrecuisse, le sexe, les fesses. La différence avec le viol, ça va être qu'il y a pénétration pour le viol. Pénétration buccale, anale, vaginale. Donc voilà, pour revenir sur une définition, concrètement, si on devait condenser un petit peu tout ça, on serait sur des propos, des comportements à caractère sexiste et ou sexuel qui sont imposés à une autre personne dans un objectif. Je voulais pas demander au début de mon intervention, quand on définissait les violences, est-ce que vous pouvez justement me répondre dans le chat, à votre avis, toutes ces violences, là j'y retourne, quel est le point commun justement avec toutes ces violences? Il y a un point commun qu'on retrouve systématiquement, que ce soit pour les violences physiques, psychologiques. Répondez-moi dans le chat justement quel est ce point commun avec les violences sexuelles, économiques, que cherche à faire l'agresseur en exerçant ces violences? Il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y. Ouais, de l'emprise, de la domination, exactement. Ça revient assez rapidement. On est effectivement sur de l'emprise et de la domination. Le point commun avec toutes ces violences, c'est la domination. Donc, si on devait définir les violences sexistes et sexuelles, ce sont des outils de domination. L'agresseur va utiliser ces violences pour exercer une emprise, une domination sur autrui, et bien souvent en raison de son sexe. Mais pas que, on le verra juste après. Mais moi, pour être plus complète, ce que j'ai envie de faire pour définir les violences sexistes et sexuelles, c'est de reprendre votre nuage de mots. Parce que quand on parle de violences sexistes et sexuelles, oui, on parle de tout ce que je viens de vous dire. Tout ça, c'est le haut de l'iceberg, c'est tout ce qu'on voit, tout ce dont vous entendez d'ailleurs régulièrement parler. Mais derrière tout ça, il y a du contrôle, il y a de la peur, il y a des impasses, il y a des hommes, il y a des agresseurs. Il y a de la coercition, il y a de la contrainte, il y a des femmes dévalorisées, il y a de la discrimination, il y a un côté systémique, il y a la notion de consentement, il y a de la douleur, il y a de l'indignation, il y a de l'horreur, il y a des croyances, il y a de la destruction, du dénigrement, du dégoût, du tabou, des comportements, de la souffrance, des abus et de la domination. Et moi, si j'avais rempli ce nuage de mots, si j'avais scanné le QR code, j'aurais pu le faire d'ailleurs,
J'aurais rajouté une chose. Il y a aussi, vous toutes et tous, tous les professionnels qui accompagnent les victimes. Toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour lutter contre les violences faites aux femmes, vous faites aussi partie de ce nuage et de ce nuage de mots, et vous êtes derrière les victimes. Et derrière les violences sexistes et sexuelles, il y a aussi tous ceux qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Donc la manière la plus complète de la définir, c'est bien évidemment la définition légale, mais également tout ce que vous venez de montrer à travers ce nuage de mots. Hop. Donc, je reprends mes explications. J'aime bien reprendre cette image de l'iceberg, comme je vous le disais, tout ce qu'on voit, toutes les définitions légales, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière ces violences sexistes et sexuelles. C'est important quand on reçoit une femme qui est victime de violences, d'avoir en tête, au fait, d'ouvrir un petit peu ses horizons et de voir tout ce qui se cache derrière les violences au sein du couple et derrière toute cette domination et cette emprise qui va être installée par l'agresseur. Alors, il y a quelque chose au sein les violences au sein du couple, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les propos des victimes. On s'est disputé, c'était un conflit. Ah, mais vous savez, ça n'arrive pas tout le temps. On le voit d'ailleurs dans notre vidéo, Anna, elle le dit, ah oui, mais vous savez, c'est pas tout le temps comme ça. Mais justement, quelle est la différence entre un conflit et une violence? Déjà, le conflit dans un couple, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est quelque chose de sain. Et c'est OK d'être en conflit avec son conjoint, avec sa conjointe. C'est simplement ne pas être d'accord sur quelque chose, mais les deux interlocuteurs, les deux personnes expriment leur point de vue librement, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Et c'est ça qui fait basculer dans la violence, c'est cette peur et cette domination. À partir du moment où j'ai peur d'exprimer mon opinion, où je ne peux pas exprimer mon opinion, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, on n'est plus sur du conflit, on est sur de la violence. Dès qu'il n'y a plus cette asymétrie, conflit, on confronte nos points de vue, on est sur une asymétrie. Violence, l'agresseur impose son point de vue. Et je n'ai plus le choix, je ne peux pas dire ce que je pense. On est sur une domination. Et je suis tout à fait d'accord avec la remarque qu'il y a dans le chat. Vous pouvez consulter les paroles d'experts qui se trouvent sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr où vous avez Ernestine René qui, justement, explique la différence entre conflit et violence. Alors, justement, cette domination, cette emprise, ces violences vont s'inscrire dans un cercle vicieux. Un cycle qui est important à identifier, vous, en tant que professionnel. Pourquoi? Et vous allez le voir à travers justement le témoignage du planning familial, parce que votre posture professionnelle va devoir s'adapter justement aux phases du cycle dans lequel se trouve la victime. Première phase, la phase de tension. La victime sait ce qu'il va se passer. Il y en a qui disent, au bruit que fait la serrure, je connais la suite de la soirée. Au bruit des pas dans le couloir, je sais ce qui va se passer. C'est la phase de tension, des longs silences, des regards qui sont extrêmement pesants. C'est source de stress extrême pour la victime. Vient ensuite la phase d'agression. Peu importe la forme de violence, on l'a vu juste avant, il y a un continuum de violence, il y a différentes formes de violence, elles sont toutes impactantes pour la victime. Donc vient ce point culminant des violences. Vient ensuite la phase de justification, où l'agresseur va justifier son passage à l'acte, va justifier la violence. Si j'ai été violent, c'est de ta faute. Si les lasagnes, pour reprendre l'exemple dans Anna, si les lasagnes n'étaient pas brûlées, je t'aurais pas traîné par terre en te tirant par les cheveux. Si tu avais répondu à mes messages, je ne t'aurais pas insulté. Si tu étais rentré à l'heure, je n'aurais pas été violent. Chaque violence peut être justifiée par le comportement que la victime aurait soi-disant dû avoir. Et ça va être extrêmement culpabilisant pour elle. Vient ensuite la phase de rémission, que certains, vous avez peut-être entendu la phase de lune de miel. Nous, on n'aime pas trop ce terme-là, donc je parlerai de rémission. Ma chérie, je ne recommencerai pas. Promis, je vais changer. Je vais me faire aider. Je vais arrêter de boire. Je vais aller voir un psychologue. Je t'aime tellement. On va partir en week-end.
tu vas voir, les choses vont changer. Et là, la victime reprend espoir. Elle se dit, mais finalement, il m'aime. Et puis, il reconnaît ses torts. Il va changer pour moi. Il m'aime suffisamment. Et puis, ça recommence. Et ce cycle, il va s'accélérer avec le temps. Petit à petit, cette phase de tension, agression, justification, rémission peut prendre une semaine, puis une journée. Puis en 1 heure, on peut avoir les 4 phases. La fenêtre reste ouverte, c'est la fenêtre que tu fais. Alors, coupez bien votre micro, il y a un micro d'ouvert. Alors sinon, écoutez, pour que ce soit plus simple, je me permets, ne vous prenez pas mal, je désactive le micro qui est ouvert. Voilà. Puis je vous disais, donc ça va s'accélérer avec le temps. Ensuite, il y a des phases, petit à petit, plus les violences vont s'accélérer et vont augmenter en termes d'intensité, plus les phases vont petit à petit disparaître. La première phase qui va disparaître, à votre avis, c'est laquelle? Dans ce schéma que vous voyez à l'écran, quelle est la première phase où l'agresseur n'aura même plus besoin, en fait, d'exercer cette phase-là, si je puis dire, hein, désolée cette maladresse de langage, mais pour exercer ces violences, quelle est la première phase qui va disparaître? Je vous laisse répondre dans le chat. Et regardez évidemment le schéma qui est à l'écran. Alors, ce n'est pas la justification, mais c'est pas loin, parce qu'effectivement, on est sur la rémission. C'est la phase numéro 4, tout à fait. C'est la rémission qui va, dans un premier temps, sauter. On va arriver sur une phase de tension, agression, justification. Il n'aura même plus besoin de s'excuser, il n'aura même plus besoin de dire qu'il va changer, tant son emprise sera importante sur la victime. Et la deuxième phase qui va sauter, c'est effectivement la justification. Il n'aura même plus besoin de se justifier pour exercer ses violences. Et on va arriver sur tension, agression. Et quand nous, en tant que professionnels, on identifie à travers le récit de la victime qu'on est uniquement sur de la tension-agression et qu'il n'y a même plus ces deuxièmes phases, cette troisième et cette quatrième phase, on est sur un risque de féminicide extrêmement élevé. Et c'est en ça que ce cycle de la violence, il est important pour nous en tant que professionnels, c'est d'identifier aussi le danger encouru pour la victime et pour ses enfants, possiblement. Tension, agression, risque de féminicide accru. Mais il est aussi important pour adapter, je vous l'ai dit en introduction, pour adapter notre posture, nos propos. La victime ne va pas appréhender nos conseils et nos propos de la même manière en fonction si elle se situe juste après la phase de tension, après l'agression ou justement la justification ou la rémission. Et c'est en cela que j'aimerais bien avoir justement les recommandations et un petit peu l'expertise des conseillères conjugales du planning familial qui ont l'habitude de recevoir les victimes. Je vous laisse donc la parole. Alors, on ne vous entend pas, remettez bien votre micro peut-être. Non, c'est pas ça. Alors, vous nous entendez? On vous entend et on vous voit, c'est parfait. Allez-y. D'accord, donc moi c'est Johanna Savriyama. Donc nous en fait par rapport aux violences, par rapport aux victimes, donc on accueille soit au niveau de l'association ou principalement à l'extérieur. Donc on peut le faire soit avec des partenaires extérieurs, soit dans un lieu où la personne se sent en sécurité. Ça peut être une voiture, ça peut être un parc où elle se sent vraiment en sécurité. Et à partir de là, en fait, on va accueillir la parole, la rassurer sur que ce soit un non-jugement, que ce ne sera pas répété. Donc, moi, je travaille souvent sur la ville de Saint-Louis et principalement les personnes que j'accompagne sont de Saint-Louis. Donc, par rapport à ça, je rassure énormément sur le fait que ça reste vraiment confidentiel, que ça ne va pas être diffusé. Ensuite, on va aussi s'appuyer sur les besoins, sur l'amener à la réflexion par rapport à ses dires, donc par rapport à sa situation et surtout sur ses besoins. Peut-être préciser que les besoins, ils émergent de la victime elle-même et que nous, ce cycle de la violence, on l'utilise comme objet de lecture pour nous, mais on ne va pas forcément amener cette grille de lecture à la personne concernée, sauf dans certains cas. Enfin,
Je me souviens il y a quelqu'un il y a peu de temps qui est venu, une victime, et qui disait je sens comme un cercle vicieux, que en fait ça s'arrête jamais. Là, en l'occurrence, c'est un outil qu'on va utiliser en lui montrant ces différentes phases, en lui demandant de se situer. Mais nous concernant, nous, cet outil, on l'utilise principalement comme grille de lecture pour voir si dans quelle phase elle en est la personne. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la phase dans laquelle elle se trouve, nous, on l'accueille, cette personne, sans jugement, sans tabou, et elle peut s'exprimer sur tous les sujets qui lui viennent. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est, comme disait Johanna, de recenser ses besoins, et que ses besoins, elle les donne d'elle-même, et pas que ce soit nous qui lui proposions une liste de solutions, qu'elle puisse s'appuyer sur ses propres ressources. Et on s'était dit autre chose aussi. Oui, et puis nous, on va l'accompagner en fonction de son rythme, en fait. On ne va pas lui imposer un accompagnement forcé. Donc, c'est vraiment selon son rythme et selon ses besoins dans l'accompagnement. Et peut-être rappeler quand on sent qu'effectivement, on peut être dans cette phase de tension, d'agression constante. Pour les personnes qui ont des enfants, aussi de s'appuyer sur le fait qu'elles aient des enfants, que ces enfants sont aussi victimes, et que du coup, voilà, s'appuyer sur des éléments comme cela, parfois ça peut aider. Et puis aussi, on n'hésite pas à rappeler à la victime, quelle que soit la phase dans le cycle dans lequel elle se trouve, qu'on la croit et qu'on la soutient, quelles que soient ses décisions et quel que soit son récit. Merci beaucoup pour justement votre témoignage et votre expertise de tous les jours. Merci de recevoir toutes ces femmes au quotidien. On sait que c'est un travail qui n'est pas du tout évident et que justement, vous l'avez très clairement dit, peu importe, c'est un accueil et une écoute inconditionnelle, peu importe où elle se situe, dans le respect des besoins de la victime, et ça c'est très important. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Pour compléter ce que vous avez dit, en fonction effectivement de la phase dans laquelle va se trouver la victime, son comportement peut être un petit peu différent. Donc, il ne faut pas le prendre en tant que professionnel, le prendre personnellement ou se dire: «Mince, j'aurais pu dire ça». Quand une personne vient nous voir et que justement elle est dans la phase de rémission et elle est pleine d'espoir, elle pense que monsieur va changer, c'est extrêmement compliqué, en tant que professionnel de faire entendre les recommandations, les conseils, l'orientation. On va le dire, c'est important de le dire, c'est important de redire à la victime qu'on la croit. Pour autant, c'est pas forcément à ce moment-là qu'elle va se saisir de nos conseils et de nos orientations. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de le dire. Et c'est important pour vous, en tant que professionnel, de ne pas culpabiliser parce que la réaction de la victime n'est pas de votre fait, mais est bien due à l'emprise et à la stratégie que l'agresseur va mettre en place. Voilà, je voulais simplement souligner ce petit aspect-là. Alors justement, cette stratégie que l'agresseur va mettre en place autour de la victime, comme je vous l'ai dit, dans la définition des violences sexistes et sexuelles, dans lequel s'inscrivent les violences au sein du couple, on dit que les femmes sont beaucoup plus victimes de ces violences. Effectivement, l'agresseur va cibler la victime. Il peut cibler la victime en raison de son sexe, donc les femmes vont être majoritairement victimes. Il peut cibler aussi la victime en raison de son âge, en raison d'une vulnérabilité. Les femmes en situation de handicap vont particulièrement justement être ciblées par les agresseurs. Ça peut être aussi des périodes de vie qui sont un petit peu plus fragiles, une période de deuil, une période de maladie, qui fait que la victime va être un peu plus fragile et du coup, l'agresseur, il va le voir et il va particulièrement cibler ces victimes-là. Tout simplement parce qu'au fait, pour lui, c'est plus facile. Je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme-là, mais concrètement, dans sa tête, c'est un peu ce qui se passe. Ensuite, il va la mettre en confiance. On est loin de l'imaginaire du jour au lendemain, la violence arrive. J'entends souvent, mais moi, à la première claque, je serais partie. Sauf que la première claque, c'est bien souvent pas la première violence. La claque, derrière cette claque-là, en fait, il y a des violences psychologiques, il y a des violences verbales, il y a une emprise qui s'est installée. Elle n'arrive pas du jour au lendemain, elle s'installe petit à petit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'agresseur, il va véritablement mettre en confiance la victime avant d'exercer ses violences. Ma chérie, tu es extraordinaire, tu es la femme la plus incroyable que je n'ai jamais vue. Il va même la mettre sur un piédestal de sorte de créer une certaine dépendance affective. Puis petit à petit, il va l'isoler de sa famille, de ses amis, de son travail. Parce que si elle est seule,
vers qui elle peut se tourner pour parler de ses violences. Si elle est seule, il peut agir en toute impunité. Il va la chosifier. Il va faire en sorte qu'elle devienne sa chose. Une chose qui ne pense plus que par ses propres paroles. C'est-à-dire que les paroles de l'agresseur vont véritablement être imprégnées dans le psychisme de la victime. Elle va véritablement croire à ses paroles parce qu'il va la dévaloriser. Il va alterner le chaud et le froid au début. C'est-à-dire que dans la même phrase, ça va être la femme la plus incroyable du monde, mais la plus nulle qu'il n'ait jamais rencontrée. 14h01, ma chérie, je t'aime, tu fais quoi? 14h02, dépêche-toi de me répondre. 14h03, je vais te tuer si tu ne me réponds pas. En l'espace de 3 minutes, il a soufflé le chaud et le froid. En l'espace de 3 minutes, il a mis une terreur absolument atroce au sein du psychisme de la victime. Et ce, là, dans mon exemple que je vous ai donné, même quand il n'est pas là, à travers des messages, on revient avec notre continuum de violence, on revient avec toutes ces violences, ces cyberviolences. Donc, il va petit à petit la dévaloriser pour qu'elle perde confiance en elle. Encore une fois, dans l'optique de la chosifier. Ensuite, il va la menacer, lui faire peur, la menacer de s'en prendre à sa famille, à ses amis, à ses proches, à ses enfants, de s'en prendre à elle, et également de s'en prendre à lui-même. La menace de suicide. Ah, mais moi, je vais me suicider si tu me quittes. Ça, c'est quelque chose qui va être utilisé aussi par les agresseurs dans l'objectif de faire culpabiliser la victime et de la placer encore un peu plus sous emprise. Il va également inverser la culpabilité, comme on l'a vu dans le cycle de la violence. Si je fais ça, c'est de ta faute. Justifier constamment la violence par le comportement de la victime. Et toute cette stratégie s'installe aux yeux de toutes et tous, des proches, parce qu'il va mettre un masque, le masque du conjoint idéal, du petit ami idéal, du frère idéal, du collègue idéal. Il va se rendre insoupçonnable. Et c'est particulièrement compliqué à ce moment-là pour les personnes, les proches, justement, de voir ces violences. Pour autant, il y a quand même des signaux, et ça, on le verra, parce que les violences ont des conséquences sur les victimes, et il y a certains signes qui ne trompent pas, on le verra dans le prochain webinaire. Mais également, le fait de poser la question des violences, on le voit à travers la pratique du questionnement systématique. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure des webinaires, mais c'est important que vous l'ayez déjà en tête, que toute cette stratégie, pour que la victime puisse s'en sortir, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de vous, elle a besoin de nous, elle a besoin de ne pas être seule, de sortir de cet isolement. Et pour sortir de cet isolement, poser la question est le premier pas pour sortir de cet isolement. Et évidemment que vous, en tant que professionnel, l'agresseur va également essayer d'essayer de vous avoir en tant qu'allié en étant aussi très courtois devant vous, très aimable, en accompagnant madame systématiquement à ses rendez-vous. Sauf que tout ça, c'est aussi un signe que vous pouvez, enfin un petit signal d'alerte que vous pouvez avoir, le fait que monsieur prenne la parole à la place de madame quand vous posez une question, qu'il soit systématiquement là au rendez-vous. Tout ça, ça fait partie, c'est des petits signaux d'alerte qui, mis bout à bout, on se dit, il y a quelque chose. Donc, bien évidemment, tout ce qu'on vient de se dire, vous pouvez, encore une fois, le retrouver aussi bien dans le film Anna, vous le voyez, toute cette stratégie, mais qui va me croire? Et puis finalement, je me dis que les violences, je le mérite, toutes ces phrases, vous le voyez justement à travers cet outil que vous pouvez utiliser, vous aussi également, en matinée, en journée de sensibilisation, lors de vos événements. Vous pouvez télécharger également le guide et surtout, vous verrez par la suite, lors du prochain webinaire, je vous fais un petit teaser du prochain webinaire, la réaction de la victime face à ces violences. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas crié? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit non? Mais pourquoi aussi elle en parle que maintenant? Ça fait 10 ans que ces violences sont arrivées. Pourquoi elle en parle au bout de 10 ans? Pourquoi elle n'est pas précise dans ses propos, dans son récit? Pourquoi? Pourquoi? Tout ça, on va le voir lors du prochain webinaire en parlant des conséquences psychotraumatiques de ces violences et en parlant aussi des moyens de repérage des violences.
Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être un temps d'échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez toutes vos questions dans le chat. Nous sommes là pour y répondre. Si vous voulez aussi que je revienne sur une slide, n'hésitez surtout pas. Alors oui, je vois qu'il y a une main levée. Stéphane, alors il faut simplement activer votre micro et allez-y, vous pouvez poser votre question. Alors, on ne vous entend pas encore. Non, on ne vous entend pas, là, le micro est coupé. Hop. Ah oui, est-ce que du coup, on peut réactiver les micros pour tout le monde? Si c'est possible, c'est vrai qu'on les avait désactivés pour tout le monde. Ou sinon, commencez à écrire sur le chat, si jamais le temps qu'on règle ce petit problème technique. Ah bah écoutez, ça n'a pas l'air de... On vous entend toujours pas, donc c'est peut-être un problème technique qui vient de votre côté. Sinon, posez votre question à travers le chat. C'est pas grave, hein. On a un peu de temps là pour échanger ensemble. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole en attendant. Non, il n'y a pas de question, on a été hyper clair. Ah, alors, j'étais au cabinet d'anesthésie une fois et il y avait la carte de l'or vif affichée en grand dans la salle d'attente. Peut-on imaginer que les cabinets de médecins généralistes, j'imagine la suite de la question, mais je vous laisse compléter, mettent eux aussi cette carte pour les patients? Madame Guilry, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Avec plaisir. J'étais en train d'allumer mon micro. C'est tout l'objet précisément de la communauté PAC Nouveau Départ que nous sommes en train de construire à La Réunion. C'est que nous rejoignent finalement le plus grand nombre d'acteurs de la société civile. Et parmi ces acteurs, bien évidemment, les médecins généralistes. Voilà, on est en contact avec les CPTS dans les territoires de santé. Et l'objectif, et on a encore voilà, un axe de progrès sur ce sujet, de faire en sorte que voilà, alors des professionnels de santé libéraux puissent aussi s'engager à nos côtés pour avoir évidemment à la fois la couverture territoriale, mais aussi la proximité du corps médical lorsque, bien sûr, les patientes se rendent auprès de leur médecin généraliste. Donc oui, on travaille en ce sens et on espère encore, voilà, je dirais, faire en sorte que la communauté médicale libérale nous rejoigne, sachant qu'on a déjà, bien sûr, la Maison des femmes, de la mère et de l'enfant qui est engagée dans le cadre de PAC Nouveau Départ, à travers les établissements hospitaliers de santé, bien sûr. Merci beaucoup. Roxana, tu souhaitais intervenir? Oui, je voulais profiter de la question de Stéphane pour informer tout le monde des conventions que nous sommes en train de coécrire et de signer avec les différents ordres des professions médicales. On a commencé par les infirmières, infirmiers, pédicure, podologue. On attend les élections des ordres chez les médecins et les pharmaciens pour acter aussi ces conventions. Et ces conventions font mention de l'élaboration de contenus communs, de formations qui seront faites pour les référents à différents niveaux des ordres, hein, régionaux, pour ceux qui ont une échelle régionale, mais sinon départementaux, avec l'objectif qu'il y ait un référent le plus proche possible justement des professionnels libéraux
puisque eux, évidemment, ils englobent tous les professionnels de leur champ, qu'ils travaillent en établissement ou en tant que libéraux, et qu'ils diffusent justement ces outils peut-être plus précis que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui à la MIPROF, et que chaque professionnel libéral puisse les télécharger, les imprimer, les mettre en salle d'attente. Évidemment, ils viendront compléter ces outils, un affichage qui sera proposé soit dans le cadre du PND, soit par l'Observatoire. Donc voilà, sachez que d'ici quelques mois, on aboutira à vraiment des outils et de communication, de sensibilisation et à des formations spécifiques qui passeront par l'ordre et du coup qui pourront toucher tous les professionnels, qu'ils soient en établissement ou libéraux, par corps de professionnels médicaux. Et pour compléter également et répondre de façon encore plus précise à Stéphane, bien évidemment, les cartes, les flyers dont vous parlez sont déjà disponibles et on en distribue un grand nombre en version papier, mais également sont disponibles de façon dématérialisée sur le site de l'ORVIF, bien sûr. Et puis, on est en train de finaliser les pages qui seront dédiées au dispositif PAC Nouveau Départ, avec évidemment une information la plus large possible dès lors qu'on aura généralisé, bien sûr, l'expérimentation. Merci beaucoup du coup pour cette question qui a suscité des réponses extrêmement complètes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, lever la main dans la conversation et normalement on a désactivé enfin vous pouvez parler, on a réactivé pardon les micros. Donc si vous souhaitez prendre la parole, vraiment n'hésitez pas. Ou si vous préférez poser votre question dans le chat, c'est complètement OK aussi. Et pas forcément pour poser une question, si vous souhaitez vous aussi partager enfin voilà, une bonne pratique professionnelle. Ou si vous avez envie de nous parler justement du sujet qu'on vient aborder, d'une chose, de choses qu'on n'aurait pas forcément évoquées, surtout n'hésitez pas. Non, pas de questions, pas d'intervention. Bon, c'est que j'ai été très complète, du coup. Je vous laisse encore quelques secondes pour celles et ceux qui réfléchiraient encore ou qui seraient en train d'écrire, parce qu'on ne voit pas justement s'il y a des personnes en train d'écrire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger avec nous. Et avec les intervenantes du planning familial qui ont fait leur intervention tout à l'heure. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, Madame Guilry, je vous propose de vous redonner la parole pour la suite et la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. S'affiche à l'écran le questionnaire de satisfaction dont je parlais en propos introductif. Donc, je vous propose voilà, le temps de conclure, que vous puissiez y répondre en direct et ça nous permet de vous faire retour avant même que ne se termine ce webinaire qui prend effectivement fin. Nous espérons bien sûr qu'il répond à vos attentes et voilà, on va le mesurer bien évidemment dans quelques instants. Je voudrais également remercier les intervenantes, à la fois de la MIPROF et du planning familial. Et pour nous, c'est important effectivement de faire ce lien entre la MIPROF qui nous apporte une méthodologie, des références, un cadre et rappel des concepts, et puis ce qui se passe bien évidemment sur le terrain. Vous retrouverez le webinaire dans l'espace de la communauté Rezana ou sur la page YouTube de la MIPROF sur le site du ministère. Cet accès organisé et privilégié au support offre la possibilité aux participants ou ceux qui n'ont pas pu évidemment se libérer de s'approprier pleinement les contenus. Je pense que c'est important d'y revenir, d'avoir un peu votre boîte à outils finalement.
Et vous pourrez vérifier effectivement votre niveau d'appropriation parce qu'en y revenant, on maîtrise, voilà, on se remémore un petit peu les contenus et de pouvoir vérifier à travers le quiz de connaissances qui sera prochainement diffusé si effectivement voilà, vous avez retenu quelques éléments nouveaux par rapport à déjà votre pratique professionnelle. Je voudrais vous rappeler notre prochain rendez-vous pour le 3e webinaire hein, qui a été évoqué un peu sous forme de teasing tout à l'heure. Il aura lieu le 19 juin prochain. Il portera sur le primo-accueil des victimes, le repérage, l'accueil de leurs paroles et leur orientation vers les professionnels de différents secteurs. Je voudrais également vous rappeler la prochaine rencontre de la communauté PAC Nouveau Départ, puisque une des fortes demandes des membres de la communauté, c'est de pouvoir évidemment se rencontrer en présentiel au-delà, bien sûr, des webinaires. Et notre prochaine rencontre de la communauté se tiendra le vendredi 13 juin, de 8h45 à 14h30 dans l'est du territoire, hein, sur lequel nous sommes en train de déployer PAC Nouveau Départ, au Parc national de La Réunion, lieu emblématique de La Réunion et au domaine des Tourelles. Vous retrouverez également l'événement en scannant le flashcode qui se trouve en bas de l'écran là actuellement, ce qui vous permettra de vous inscrire pour les retardataires. Et donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 9 juin prochain, ce qui vous laisse encore un petit délai de réflexion et une possibilité d'organiser votre agenda en conséquence. Et je voudrais donc pour terminer passer la parole à Roxana Maracineanu pour le mot de la fin de ce second webinaire. Merci Madame Guilhéry. Juste un petit mot pour celles et ceux qui, j'espère, ne seront pas nombreux à ne pas suivre la suite. Je voulais juste voilà, vous remercier, vous redire qu'on a vraiment besoin de vous en première ligne pour pouvoir repérer les personnes victimes, comme selon les critères que Cathy vous a donnés tout à l'heure et l'expérience du planning familial de terrain, que vous soyez soignants, travailleurs sociaux, policiers, gendarmes, mais aussi comme les personnes que j'ai vues inscrites sur ce webinaire, beaucoup de personnes de France Travail, de certaines banques aussi qui sont là, puisque vous voyez qu'il y a certains indicateurs qu'on peut repérer n'importe où, dans n'importe quel entretien. Insister aussi sur le fait que pour que les femmes puissent avoir la force d'en parler, quitter le conjoint violent, il faut qu'elles aient aussi une certaine situation de vie pour avoir la liberté de pouvoir le faire, une situation économique, d'insertion professionnelle. Donc chacun à votre niveau, vous allez pouvoir agir aussi pour leur assurer une sécurité et un bien-être intellectuel et physique lorsqu'elles viendront vous en parler. Plus les webinaires vont avancer, plus ça va vous parler dans votre pratique professionnelle. Donc, je vous incite vraiment à continuer à suivre cette série de webinaires. Et peut-être une petite information sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. On n'en a pas parlé, ou peut-être dans le premier webinaire, il y a aussi des policiers et des gendarmes spécifiquement formés aux violences sexistes et sexuelles, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent vous répondre en direct, que vous soyez personne qui accompagne les victimes, victime vous-même, ou témoins d'actes violents. Ils peuvent vous renseigner, vous répondre et vous orienter pour aider la personne à porter plainte ou à aller porter plainte vous-même quand vous êtes victime. Et vous pouvez y accéder via le site que la MIPROF, donc notre mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, gère et complète avec les outils qui vous ont été présentés et les données chiffrées. Merci beaucoup à la direction régionale de La Réunion pour nous permettre de partager avec vous ce contenu. Et bravo à Cathy et au planning familial. Et merci à Marie Troussard, notre magistrate, qui a organisé tout ça aussi. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Et puis, j'espère vous revoir pour le prochain webinaire le 19 juin. Merci.